Bonsoir. Ce soir, dans les dossiers de l'écran, la guerre des hybrides aura-t-elle lieu? Cela fait plusieurs années que ça couvait. Les hybrides, petit à petit, grignotaient des parts de marché sur les réflexes jusqu'à, on va dire, le coût des stocks. C'est un petit peu cette année. Bien sûr, il y a quelques poches de résistance, mais on n'en parlera pas vraiment. Et le truquet, c'est que les hybrides se mettent à se battre entre eux maintenant. Ce soir, pour ce débat, j'ai deux invités. Olivier Schmitt, youtubeur émérite, porteur de casquette et promoteur du site guidephotovideo.fr, placement produit. Je m'auto-sponsorise. Albert, un grand connaisseur, docteur S caméra, professeur de littérature autour des capteurs, PDG international de SOS Chine. Oui, tout à fait, je remercie tout d'abord pour cette excellente introduction. Alors, je tiens à dire, avant de commencer ce débat, que nous aurons un regard tout à fait fair-play et optimiste sur le vécu et la considération de tous les capteurs, allant du plus petit au plus grand. Eh bien non, mon cher Albert, puisque le débat va surtout être sur le nœud de cette guerre, le nœud gordien, les full frame hybrides, puisque effectivement toutes les marques, on va dire les plus grandes, alignent aujourd'hui leurs troupes dans les full frame. Un petit rappel de la définition, parce que parfois c'est pas clair pour les gens, qu'est-ce qu'un hybride? C'est un truc qui est mi-mâle, mi-femelle et qui peut pas donner naissance à un petit. Un hybride est un appareil photo, vidéo, qui ne possède pas de miroir, contrairement à un appareil photo réflexe. L'hybride a la particularité d'avoir un objectif interchangeable, contrairement à un compact et un bridge. Voilà. S'il possède pas de miroir, ça veut dire qu'on peut pas prendre de selfie? Ok, alors on est dans un débat sérieux. Quels sont les avantages, mon cher Olivier? On va laisser Albert. Quels sont les avantages de l'hybride? Et surtout, la grosse question que tout le monde doit se poser, c'est pourquoi le passage à l'hybride sur les full frame implique un changement de gamme d'objectifs. Pourquoi on ne peut pas utiliser les objectifs des réflexes? Peut-être Albert, il y a peut-être une réponse là-dessus. Pourquoi on ne peut pas utiliser les objectifs de réflexes sur les hybrides? Dis Google, cherche le passage à l'hybride. Alors déjà, les avantages de l'hybride. L'hybride est un boîtier qui va être plus petit, plus compact, étant donné qu'il n'a pas de miroir à 45 degrés. En théorie, parce que le GH5 est quand même assez gros, mais en théorie, un hybride est un appareil plus compact. Il a plus d'électronique, ce qui veut dire qu'il va utiliser plus de ressources batterie. Donc il va avoir une durée de batterie, en général, jusqu'à aujourd'hui, qui était plus faible qu'un réflexe. Et justement, c'est un des points qu'on va aborder, je pense, puisque cette tendance-là commence à s'équilibrer avec les réflexes. Un autre avantage des hybrides, c'est qu'ils vont proposer un certain nombre d'options, comme par exemple le suivi d'autofocus sur les yeux. Et pour répondre à ton autre question, on va utiliser d'autres optiques, étant donné que la distance entre le dernier verre de l'optique et le capteur est plus petite sur un appareil hybride, le tirage optique. Le boîtier est moins épais, donc la distance entre le capteur et la dernière lentille de l'objectif, le tirage optique, est plus petit que sur un réflexe, donc il faut une autre monture d'autres optiques. Et c'est une des problématiques. Et c'est une définition très complète, merci Olivier. Albert, quelque chose à rajouter? Putain, mais j'apprends plein de trucs, putain. Parlons un petit peu de cette guerre des hybrides parce qu'effectivement ça chauffe. Pourquoi on parle d'une guerre totale? Vu qu'on va devoir changer les optiques en passant à l'hybride, certains se disent que tant qu'à faire, autant changer de crèmerie. Donc même des gens qui étaient très fidèles à des marques historiques du fait de leur gamme d'objectifs risquent complètement de changer de crèmerie. Ils changent complètement de crèmerie, c'est une tendance actuelle. Et j'ai envie de dire juste par rapport au titre de cette vidéo qui est censé être « La guerre des hybrides aura-t-elle lieu ?» Elle a lieu. C'est l'année majeure. Pourquoi? Alors on va parler des protagonistes justement. Mais juste avant ça, pourquoi c'est une guerre? C'est parce que le marché de la photo diminue, les prix des full frame baissent, donc un gâteau plus petit, forcément ça génère des frictions entre les acteurs qui avancent partager le marché. Redéfinition. Il y a un nivellement en fait du marché vers le haut. Il y a moins de boîtiers milieu de gamme et d'entrée de gamme qui sont proposés. L'APN a pratiquement disparu. Le smartphone a tué toute une partie du marché. Et il y a une tendance à la professionnalisation, enfin, en tout cas à l'amateurisme plus de ces boîtiers. Donc il y a moins de boîtiers qui sortent, il y a moins de gamme de boîtiers, mais des boîtiers qui font un peu plus tout, des boîtiers tout terrain. Parlons un petit peu des protagonistes. On va commencer par Sony. Sony, j'ai appelé cette partie un règne sans partage. Sony, ça fait quoi? Combien d'années que Sony fait de l'hybride? Ah, du plein format? Attends, parce qu'il y a hybride et hybride. Ouais, voilà, du full frame. Ouais, le premier à avoir fait de l'hybride.
Alors l'hybride full frame, je crois que c'est Sony. Hein. Avant de ça, ils avaient de l'APS-C, ils avaient la Nex VGDX et la série des Nex, avant la série des Alpha. Quand ils ont commencé à avoir la monture E, c'était les Nex, avec le Nex 3 et le Nex 5. Donc c'était il y a déjà 6 ans. Hein. Ouais. Et c'était de l'APS-C. Et ils avaient sorti une caméra qui s'appelait la Nex VG10 en même temps que le Mark II, qui était bien trop en avance sur son temps et qui malheureusement était un flop commercial. Mais j'ai cette caméra et ça reste aujourd'hui vachement bien, quoi. En tout cas, ça veut dire que Sony a quand même une expérience depuis pas mal d'années. Sony qui s'est fait beaucoup moquer au début. Moi, je me souviens des salons de photos il y a 3-4 ans. Sony, beaucoup en parlaient avec énormément de condescendance. Ils n'y arriveront pas, ils n'ont pas les optiques. Et je vais te dire, Sony se fait encore moquer, mais par des gens qui ont peut-être du mal à admettre que Sony s'est fait une vraie place dans le marché, qui ont du mal peut-être à l'accepter. Sony se fait moquer notamment sur la durée de vie des batteries et sur les menus. On va dire c'est les deux arguments qui reviennent tout de suite. Ouais, ton Sony il surchauffe, il a une batterie qui dure pas et les menus c'est pourri. C'est plus le cas en plus. Ça a été résolu depuis à peine un an. Et tant mieux. Donc effectivement, Sony est la cible de moqueries aussi parce qu'ils y arrivent et parce qu'ils ont fait leur preuve face aux deux géants Canon et Nikon depuis maintenant quelques années. Aujourd'hui, ils sont leaders dans la technologie actuelle. Ils ont beaucoup d'avance sur tout le monde. Ils vendent des capteurs à 90% du marché. Sony, ils savaient pas faire d'optique. Ils se sont alliés à Zeiss. Ils ont racheté Minolta. Aujourd'hui, Zeiss, le partenariat historique Zeiss-Sony est terminé parce qu'ils ont le savoir-faire de leurs optiques. Ils ont une gamme qui est en hybride la plus complète. Ils n'ont plus rien à craindre de personne. Et même en termes de caméra, quand tu les écoutes sur le discours, ils sont très contents de leur gamme alpha et de comment se passent les ventes. Pour eux, le principal, c'est qu'ils dominent le marché du capteur. On peut dire quand même que Sony aussi a été récompensé dans sa course parce que ça a été une course. Sony sortait des nouveaux appareils, c'était épuisant. C'était une course où ils étaient un peu seuls pendant un moment. Mais du coup, et c'est la question qu'on va poser, on vous la pose aussi à vous, vous pouvez répondre dans les commentaires, est-ce qu'ils n'ont pas 1 ou 2 ans d'avance? Est-ce que les autres vont arriver à rattraper? Ni Nikon, ni Canon sait faire des processeurs. C'est peut-être pas le cas chez d'autres marques. Je me permets juste, je pense qu'ils ont 2 ans d'avance aussi parce que certaines marques, on en parlera tout à l'heure, font peut-être la rétention technologique à certains niveaux. On va parler de Canon, et Canon, petit jeu de mots, pour rester dans le vocabulaire guerrier. Canon, est-ce que la sortie de l'EOS R est un coup de semonce ou un coup dans l'eau? Eh bien, justement, c'est la question. Vous l'avez testé, vous, l'EOS R? Vous l'avez eu en main? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai uniquement eu en main. Si Canon m'écoute, j'aimerais bien que vous me l'envoyiez pour faire un vrai test pendant 2 mois sur le terrain. Vous m'envoyez en Islande et je vais le maltraiter. Non, mais moi, je suis fan de la prise en main de l'ergonomie des boîtiers Canon, du ressenti qualitatif qu'ont ces boîtiers-là, qui font très pro tout de suite en main par rapport aux boîtiers Sony de génération 2. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment des jouets quand je repense à mon A7R2. Et ça, c'était un des gros reproches que j'avais à faire à Sony. Ton histoire de envoyez-moi un boîtier Canon, ça me faisait penser. Pendant des années, nous, professionnels, c'est impossible de se faire prêter une machine par Canon. Quand tu appelles le service de marketing de Canon, que tu leur expliques ce que tu es, ce que tu fais, c'est oui, on va vous rappeler, machin, etc. Ils n'avaient pas besoin de nous, quoi. Ouais, ils n'avaient pas besoin de nous. Aujourd'hui, quand tu les appelles, ils t'expliquent pourquoi c'est les meilleurs en vidéo. Ils t'envoient toujours pas le boîtier, quoi. Alors que chez d'autres marques, c'est pas du tout le cas. Le deuxième problème, c'est la communication de Canon. Ils t'expliquent que le EOS R, c'est un super boîtier pour faire de la vidéo. Alors qu'on le sait pertinemment que c'est pas vrai. On était encore sur le stand hier avec un type qui nous soutenait haut et fort qu'on n'avait pas besoin d'avoir du full frame en 4K. Mais à ce moment-là, on en achète un autre. Là, tu soulèves un point que j'avais pas abordé effectivement dans l'intro, mais c'est vrai que la vidéo. Alors, ceux qui font que de la photo disent mais la vidéo on s'en fout, vos arguments vidéo on s'en fout. Mais c'est un fait, la vidéo est devenue un facteur prépondérant dans la décision d'achat, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas. Alors, juste avant de te redonner le bâton de parole, juste pour recentrer sur le Canon EOS R, je vais vous poser la question plus distinctement. On sait justement qu'on doit changer d'objectif pour adopter la gamme R chez Canon, donc toute une nouvelle gamme d'objectifs. Est-ce que vous pensez que la réponse de Canon EOS R, elle est trop timide, à peine suffisante pour garder les canonistes et leur faire racheter une gamme d'optique, ou est-ce que ça va attirer des nouveaux clients chez Canon? Je ne vais pas faire de généralité. Je crois que quand tu as l'ADN d'une marque dans la peau, peu importe ce qu'ils font, t'y vas. Je pense à tout ce nouveau marché qui émerge, à tous ces gens qui ont besoin de faire de la photo pour parler d'eux sur Instagram, pour parler de leur marque. Je pense à tous ces indépendants, puisqu'il y en a de plus en plus qui sont auto-entrepreneurs, qui montent des sociétés de services, qui ont besoin de parler d'eux, qui ont besoin d'images, qui ont besoin de travailler et qui démarrent avec leur smartphone. Et quand ils veulent se spécialiser, mais Canon, c'est même pas dans la balance. D'accord, donc pour toi, c'est un coup dans l'eau. 3500 balles, un boîtier qui n'a rien à offrir par rapport à la concurrence. Ils sont juste derrière. Si tu gueules un peu plus fort, ils vont nous entendre. 3500. Non. Tu peux
tu peux trouver d'occasion un Mark III, un Mark IV qui fera des très bonnes photos. Qu'est-ce que l'OS R, tu vois, comme le Nikon Z7, enfin on parlera de Nikon après, mais qu'est-ce que cet appareil offre vraiment de mieux en photo? Qu'est-ce qu'on fait de mieux en photo, quoi? Ce qu'il offre de nouveau, en fait, ce nouveau boîtier, c'est le fait qu'il soit hybride. À mon avis, mais voilà. Mais non, mais ça se rejoint à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'ai pas cette notion, c'est à eux de nous dire dans les commentaires, et je pense notamment aux plus jeunes d'entre vous, est-ce que aujourd'hui le type de boîtier est un facteur? C'est une vraie question que je soulève. Est-ce que le type de boîtier, on vous dit hybride réflexe, est-ce que instinctivement maintenant vous vous orientez plus vers l'hybride plutôt que sur le réflexe? Surtout que les OSR en termes d'ergonomie n'a pas du tout, ils en ont pas profité pour faire un boîtier plus petit, plus fin ou quoi que ce soit. Il l'est un peu, mais il a quand même une prise en main de réflexe, on va dire. C'est les optiques. Et qui sont énormes d'ailleurs. Oui, les optiques sont énormes, mais elles ont aussi des specs, elles ont des specs de ouf. Ils sont en train de faire des optiques de ouf, là où Sony n'a fait que copier en fait les USM de la gamme EF. Ils sont en train d'avancer technologiquement sur l'optique grâce aux nouvelles montures. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Canon, c'est peut-être un petit coup de semonce, mais il y a peut-être du lourd qui arrive côté R. J'ai l'impression que Canon, ils sont partis pour un peu continuer à préserver leurs différentes gammes, caméra, réflexe, hybride, et à segmenter ça avec différents types de besoins et différents types d'offres. Le problème, c'est que les prix sont pas cohérents pour moi. Si maintenant ils gardent leur réflexe pour les pros, à au-delà de 3000 €, etc., l'hybride doit pas être dans ces budgets-là. L'hybride doit être quelque chose qui est proposé à des budgets intermédiaires, peut-être pas, a priori ils se positionnent pas enfin ils ont le M50 aussi, mais on va pas en parler, en même temps il est intéressant aussi, si c'est vrai. On t'entend pas. Non mais le M50 c'est le numéro 1 des ventes au Japon, là les chiffres viennent de tomber, c'est un des numéros 1 des hybrides vendus aux États-Unis, alors je sais pas comment. Et le problème c'est que les mecs, ils t'ont sorti, voilà, tu t'achètes un M50, voilà ce que tu as en optique aujourd'hui. Et on va passer peut-être à Nikon justement. Nikon qui a été le premier, en tout cas, à essayer de répondre à Sony et à sortir donc un full frame. Ils l'ont lancé quand même tambour battant. Vous avez vu la vidéo de Tony et de Chelsea qui parle aussi de la guerre des hybrides. Eux, ils étaient à la présentation Nikon, ils ont dit mais c'était roulement de tambour, c'était la révolution. Du coup, est-ce que ça n'a pas généré une certaine déception autour de la sortie de ces Nikon Z? Olivier, t'as pu le tester un petit peu le Nikon Z ou pas du tout? Pas du tout testé, donc c'est un peu dur pour moi d'en parler. Je peux que en parler par rapport au retour que j'ai pu avoir autour de moi. J'irai au stand Nikon voir si on peut le tester effectivement. Je parlais avec un abonné qui est utilisateur Nikon et je lui demandais il y a quelques semaines si il voulait voyager plus léger. Je lui dis mais si, est-ce que tu préfères changer de marque ou est-ce que tu préfères attendre que Nikon, le Z n'était pas encore annoncé, que Nikon te propose une solution? Il dit moi l'objectif, et c'est le cas de beaucoup de personnes je pense, c'est de garder mes objectifs justement. Donc effectivement si le Nikon Z, voilà, il faut une bague, mais ce qui est normal, mais ça c'est une problématique qu'on va tout le temps retrouver. J'ajoute quelque chose parce qu'effectivement c'est souvent la réplique, c'est oui mais en mettant des bagues adaptatrices, est-ce que les gens vont continuer à acheter des objectifs avec des bagues d'adaptation? Non. Alors effectivement la bague d'adaptation c'est pas du tout une solution à long terme, c'est une solution intermédiaire à la limite. Par contre pour moi c'est pas une problématique de changer sa gamme optique, mais les optiques se vendent bien à bon prix, d'autant plus si vous les avez déjà achetés d'occasion, vous perdez pas beaucoup d'argent sur un caillou et c'est pas un problème de changer d'optique. Donc pour moi le problème il se situe pas là, il se situe plutôt dans les technologies qui vont être proposées par rapport à la concurrence. Est-ce que quand on achète un Z7 à plus de combien, 3000 balles, 3400, bref, il coûte une fortune. Est-ce que pour ce qu'il propose, vous avez l'impression d'en avoir pour votre argent par rapport à ce que proposent les concurrents? Moi j'ai regardé les tests de capteurs de sortie du Z7 face au 850. Le Z7, il est moins bon que le 850. C'est vrai que le 850 est la grande réussite de Nikon de l'année dernière. Le problème c'est qu'ils ont du mal à le produire, donc c'est inquiétant aussi pour cette gamme Z. S'ils ont du mal à produire leur best-seller aujourd'hui qu'est le 850, qu'adviendra-t-il de leurs hybrides? Est-ce qu'ils vont arriver à les produire? Clairement par contre je comprends pas trop la stratégie de Nikon sur ce coup-là, parce que le 850 c'est quand même déjà à la base un boîtier niche quand même, c'est des budgets, c'est quand même des boîtiers assez spécialisés, et le Z7 lui arrive pas vraiment à la cheville quoi. Donc comment vendre un Z7 à la place d'un 850? Il y a un truc, bon ça a été un peu, tout le monde a soulevé tout ce problème, mais il faut toujours regarder en regard du prix. Le Z7 est un boîtier quand même à un prix ultra professionnel avec un seul slot SD. Donc le message est très bizarre. Tu vends pas un boîtier aussi cher avec un seul slot SD si tu t'adresses aux professionnels. La CFast 2.0, c'est la carte qu'ils ont choisi de mettre dessus. C'est une carte qui coûte, les 128 Go, ça coûte 350 balles. Aujourd'hui 128 Go en SD, ça coûte 100 balles. C'est 3 fois plus cher. En
revanche, ils ont pareil revu, comme Canon, leur gamme d'optiques. Ils essaient de faire des optiques très très haut de gamme. Donc c'est ça, le challenge, c'est de dire, voilà, nous on va faire des meilleures optiques que le concurrent, ça c'est nos premiers boîtiers. Et là, ce qu'ils appellent, c'est ce qu'on appelle les early adopters. En grosso modo, c'est les types qui adorent les nouveautés technologiques, qui vont plonger dedans. Donc ils vont pas regarder. Ce que je reproche réellement à Nikon et à Canon, c'est de dire et de communiquer, de surfer sur la vague de ce que les gens ne connaissent pas tout à fait quand tu viens de la milieu de la photo, c'est de la vidéo, en disant, oui, mais nous, on fait aussi de la vidéo, regardez, on fait aussi de la vidéo 4K. Sauf que les codecs, leur putain de codec, ils ont 10 ans, leur putain de log, j'ai le droit de dire putain ? Tu peux dire putain. Leur putain de log, il a 5 ans. Les gars, bossez sur votre putain de colorimétrie. Bossez sur votre colorimétrie, bossez sur vos logs. Fuji, ce qu'ils ont fait sur les logs, c'est extraordinaire, on en reviendra. Bossez sur vos logs, bossez sur énormément de choses avant de dire que vous faites de la vidéo, quoi. Ouais, ce que tu dis est quand même très intéressant et va très bien introduire le dernier protagoniste de cette guerre des full frame. Celui qu'on n'attendait pas, et toi Albert, on peut le dire, tu n'y croyais pas à cette rumeur que Panasonic allait sortir un full frame. Tu n'y croyais pas. Je me suis complètement planté. Voilà, je fais des pronostics, c'est le seul pronostic de l'année où je me suis planté. J'ai ces textos qui prouvent qu'il me dit ouais non jamais, ils savent pas faire. Micro 4 tiers, ils sont trop dedans, etc. Justement, petite analyse déjà de l'annonce de Panasonic parce que pour l'instant, hein, il est sous vitrine, on l'a pas eu en main, on peut pas l'avoir en main. Il n'existe pas pour l'instant. Honnêtement, ils ont sorti un proto en disant hey, nous aussi on sort un full frame. Donc c'est peut-être juste un truc pour dire nous oubliez pas, hein, nous Pana, on est encore là. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Effet d'annonce, effet de manche ou véritable projet industriel pour Panasonic? Je pense que c'est un effet d'annonce déjà pour se placer par rapport aux concurrents qui ont tous fait leur annonce, leur coming out cette année. Moi j'étais très surpris, agréablement surpris pour tout dire parce que vous le savez très bien, je suis pas du tout fan du format micro 4 tiers pour des raisons qui me sont propres. Donc je pense que Albert pourra mieux répondre que moi par rapport à l'évolution du marché, à la volonté de Pana à long terme, est-ce qu'ils vont vraiment se lancer là-dedans. De mon côté je pense que c'est un effet d'annonce, je pense que moi j'attendais pas trop Panasonic là-dessus, mais je suis plutôt content de voir ça et j'ai plus confiance en Pana qu'en Canon ou Nikon. Peut-être qu'il y a un nouveau GH qui sortira, pas sûr, mais a priori ils vont peut-être quand même bien arrêter les micro 4 tiers quoi. C'est justement effectivement le débat parce que là chez Panasonic, c'est toute une nouvelle gamme d'objectifs. Ils partent quasiment de zéro. Oui, il y a Leica, la monture L. Est-ce que Pana a les reins assez solides pour continuer à innover dans le micro 4 tiers tout en ayant toute une nouvelle gamme full frame? Bien sûr que commercialement, ils peuvent pas nous dire qu'ils vont arrêter le micro 4 tiers aujourd'hui parce qu'il y a quand même tout un parc d'objectifs. Mais dans les faits, dans les 3-4 ans, Albert, ton pronostic, Pana? Pour comprendre une marque, il faut comprendre comment elle agit et comment elle a agi par le passé. Les deux acteurs, Canon et Nikon, ils sont là depuis l'arrivée de l'électronique. Pana, c'est les inventeurs de l'XAVC HD avec Sony. Pana, ils ont un ADN de collaborateurs. Contrairement à Canon, Nikon ou Sony, Pana, c'est toujours une marque qui s'est ouverte. Ils se sont ouverts avec la monture micro 4 tiers à travailler avec Olympus. Aujourd'hui, ils s'ouvrent avec Leica et Sigma. Ils se sont ouverts sur les codecs avec Sony. C'est eux qui ont collaboré à l'implémentation du XAVC HD. Aujourd'hui, ils sont présents et c'est des grands innovateurs dans le système caméra avec le Dual ISO. C'est eux les inventeurs du Dual ISO, ce qui est quand même génial. Ils l'ont vendu à Red. Ils ont tapé exactement là où ça fait mal. Ils arrivent avec un boîtier qui aura les spécificités techniques d'un GH5, avec tout leur savoir-faire, avec le savoir-faire des codecs, avec le savoir-faire des firmware. C'est la seule firme, c'est la seule firme qui met à jour autant ces boîtiers. Et là, ils arrivent avec des optiques. Attends, laisse-moi 2 secondes terminer. Fais pas chier, putain. Ils terminent avec Sigma qui sont en train de révolutionner les optiques avec leur gamme hard depuis quelques années, et Leica dont la réputation est plus à faire, et ils sont en train juste de dire à Canon et Nikon oui vous faites des bonnes optiques, mais regardez nos partenaires les mecs. Oui, mais alors toi là tu parles un peu de ta crèmerie, tu parles de la vidéo, non, mais attends, Pana a tout approuvé au niveau photo. Regarde, ils ont fait un G9 qui a un appareil formidable avec un objectif micro 4 tiers, mais beaucoup de photographes ont dit que c'était un super appareil, mais les gens continuent à penser à Panasonic uniquement pour la vidéo. Le GH5 fait des très bonnes photos si tu mets de la bonne optique dessus, mais les gens ne pensent pas photo quand ils pensent Panasonic. Et là, en sortant un full frame, on les attend quand même au tournant de la photo. À cause de qui d'après toi? Ah ouais, c'est notre faute. Mais ouais, vous êtes énormément à utiliser des GH5 en vidéo, donc forcément. Le micro 4 tiers, il est pas mort. Va sur le stand d'Olympus, va sur le stand de machin. Tu les vois. C'est le. En fait, le micro 4 tiers, ça permet d'avoir un boîtier haut de gamme avec un petit capteur pour un coût auquel tu aurais payé ton D8500. Le prix sera le seul argument qui restera, et malheureusement tu trouves de l'APS-C dans ces prix-là quoi. Par contre, on n'est plus dans le débat plein format là. Oui, mais justement, c'est une très bonne transition. Mais juste pour terminer, là, effectivement, on parle du full frame. Quand je dis que le micro 4 tiers risque de mourir, c'est dans le côté professionnel.
quelle va être la décision d'Olympus. Olympus se retrouve un peu une main devant, main derrière. Son copain Panasonic dit ouais, nous on fait du full frame. Que va faire Olympus et que peut faire Olympus? Non, mais ils ont des boîtiers qui sont quand même intéressants pour les avoir un petit peu comparés sur les caractéristiques. Ils ont des boîtiers qui sont quand même séduisants pour certaines personnes parce qu'ils ont un côté. Non, mais c'est con, mais l'esthétique c'est comme une bagnole. Ils sont jolis et ils proposent des caractéristiques techniques. Tout le monde n'a pas besoin de 4K, 60 FPS, tout le monde n'a pas besoin du 100 FPS. Je pense qu'Olympus a une carte à jouer pour garder, on va dire, du photographe hipster qui aime ce petit format, ce côté compact. Comme Leica a aussi. Enfin voilà, il y a des petits appareils qui peuvent faire des très bonnes photos et il n'y a pas que le bokeh dans la vie. Enfin voilà, il y a des atouts quand même au micro 4 tiers. Il n'y a pas que le bokeh dans la vie, mais faut quand même arrêter d'acheter des micro 4 tiers quoi. Oh là là. Et non mais quand on sait pas cadrer et choisir son fond, bah on fait du bokeh. Hein. Mais quand on a moins de bokeh, on apprend à cadrer, on choisit son fond. Le bokeh n'a rien à voir Allez voir avec la vidéo de taille F-Stopper du capteur. Ouais, mais le recul que tu dois prendre, si, et ça c'est casse-couille. Ouais. C'est vrai qu'il a raison, mais toi aussi. Tout le monde a raison. Olympus, eh ben écoutez, on verra bien. En tout cas, moi j'adore leurs objectifs en ce moment. Tu commençais à parler de Fuji. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, Fuji, juste, j'ai introduit avant de te passer le bâton de parole. C'est des malins, parce qu'ils ont la PSC. Donc, c'est pas du micro 4 tiers. Ils avancent bien, là. Le XT3, t'es en train de le tester, t'aimes bien, hein. Et de l'autre côté, ils arrivent à quelque chose de plus grand que le full frame pour la photo, hein. Donc, est-ce que c'est pas les plus malins de cette guerre, justement, la Fuji? Fuji, de toutes les marques, c'est les seuls qui ont réellement pas le choix. Non mais vraiment, Fuji, ils étaient là à l'ère de la pellicule, ils ont survécu avec leurs optiques, ils ont équipé toutes les caméras broadcast de leur optique Fuji, et aujourd'hui ils réarrivent sur le marché un peu semi-professionnel de la photo. C'est le seul qui a pas le droit de se planter. Là, s'ils se plantent avec leur gamme, c'est terminé. Au revoir, merci d'avoir joué avec nous. Et c'est des malins, et ils font les choses très bien. Vraiment très bien. La Color Science de Fuji, elle te met le S-Log de Sony à l'amende tous les jours de la semaine. Un jour sur deux par contre avec Albert, mais c'est quand même sa conclusion. Tu l'as très bien dit Jérôme. Ils arrivent avec la PSC. Il y a là aujourd'hui, si tu veux de la PSC, t'as quoi? T'as le 6500 chez Sony? Il y a le M50 chez Canon, mais c'est une gamme. Non mais il n'y a pas d'optique. Clairement, l'XT3 c'est un boîtier extraordinaire, je suis d'accord avec toi. Au niveau du log, au niveau des performances vidéo, il propose quelque chose de très bon, en photo aussi. Il lui manque certains trucs à la con, il va pas avoir la stabilisation du capteur qui pour certaines personnes c'est important. Pour certaines personnes c'est important. Albert, on n'est pas tous réalisateurs sur des systèmes de stabilisation où tu dois pas avoir de système de stabilisation de capteur. Ça, tu mets le XT3 sur un drone à 8 pales, voilà. Mais tu fais pas ça. Non, la stabilisation du capteur, c'est quand même aujourd'hui devenu presque une norme. Et dans les fiches techniques, je pense que quand on compare et qu'on voit qu'il y a le genre de technologie qui manque, pour certaines personnes, notamment en photo, basse lumière, avec des vitesses d'obturation basses, je parle pas de vidéo là, même pas, ça peut jouer un rôle parce que du coup tes optiques n'ont pas besoin d'être stabilisées, tu peux faire un peu du old school. On parlait justement Fuji, la marque un peu hipster. Les hipsters, ils aiment bien mettre, je caricature bien sûr, mais ils aiment bien mettre des optiques un peu vintage. Et moi le premier. En cuir. Ouais, par exemple, mais avec une petite bague d'adaptation, etc. Et dans ce cas-là, avoir un capteur stabilisé, c'est pas indispensable, mais putain, ça rend des services. En vidéo, pareil. Si tu veux te mettre face à un A6500, l'A6500 qui est pas du tout ergonomique selon moi, qui a des menus foireux, il a quand même l'avantage de proposer du 100-120 images par seconde, ce que le XT3 fait pas en Full HD. Mais si. Mais si, tu rigoles, il fait du 10 bits, 420. Je confonds les boîtiers, je vais me faire flinguer. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il a pas de. Mais il y a trop de boîtiers. C'est qu'il a pas le stab. Ok, bon, c'est bon, il a pas la stab. Et alors? Oublie pas juste sur la PSC qu'on attend une sortie chez Sony, j'en suis persuadé, qui, à mon avis, non. On attend une sortie chez Sony en APS-C et vu leur savoir-faire en APS-C, je pense que voilà, ça peut bien concurrencer le XT3 quand même. Messieurs, je dois reprendre le contrôle du débat, mais je vous pose la dernière question. Va-t-il y avoir un ou des morts dans les 5 ans à venir dans toutes ces marques dont on a parlé? Attends. c'était bien ce mais que non, tu mais là, on parle de photos, on parle d'appareils qui filment, on parle pas des caméras. Alors justement, je voudrais un petit mot quand même sur Pentax, parce que Pentax n'annonce rien côté hybride. On n'en a même pas parlé, mais ils ont rien à annoncer. Pentax, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas annoncé grand-chose de... Enfin, on n'en a pas beaucoup parlé ces dernières années, quoi. Ouais, mais ils ont quand même un cœur de fidèles, très fidèles. Est-ce qu'ils vont continuer à pouvoir vivre avec ce cœur de fidèles, Pentax? Il est en PLS, le cœur.
cœur là, tu vois, il faut vite le réanimer là, tu vois, il a un souffle au cœur ton Tu cœur. vas voir dans les commentaires là, tu vas avoir du Pentax qui va se rebeller. Ouais. Bon, mais il y a des mecs qui vont me jeter des œufs quand ils vont me voir et tout. Non, mais après, tout le monde a sa chapelle. On aime tous l'appareil qu'on a acheté et c'est normal, tant mieux. Mais posons-nous la question plutôt au niveau industriel. Pentax, est-ce qu'ils peuvent survivre dans ce monde-là, dans le monde des hybrides? Dur à dire, mais faut voir leur compte en banque, mais ça me paraît compliqué quoi. S'ils se mettent à faire de la carte mémoire, tu vois. Bon, en même temps, là, on n'a pas parlé Hasselblad, Leica, mais on va dire eux, ils sont hors course. Ils ont forte marge, public acquis, ils survivront. Leica, Hasselblad, tout ça. Ils se mettront à faire des imprimantes au pire, tu vois. Bon, alors, est-ce que vous voyez un mort plus gros? Genre Canon, Nikon, Panasonic, Sony? Nikon a fermé sa filiale au Brésil, voilà. Juste comme ça, hein. Nikon Brésil. Olivier? Ouais, c'est dur à dire. Encore une fois, je pense que Pana, ils ont rien à craindre. Je pense que Fuji, ils ont leur marché et ils ont rien à craindre. Je pense que Sony, c'est bon, ils sont encore partis pour de longues années. Ça m'étonnerait qu'ils se plantent sur une sortie de boîtier et Canon, Nikon, je vois plus Canon que Nikon. Mais après, voilà, Nikon, ça reste quand même quelque chose de très utilisé par les photographes. Donc peut-être là, il faut un coup d'essai sur des hybrides qui pour un peu se placer en vidéo. On verra ce que ça vaut une fois qu'on les aura en main, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Certains d'entre vous ont déjà l'écume aux lèvres, la bave au bout des doigts et sont en train de taper des commentaires furieux. N'hésitez pas à participer au débat. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour voir l'évolution de tout ça, voir si nos pronostics on s'est plantés et tout. T'as demandé sur 5 ans, donc on se donne rendez-vous dans 5 ans. Sous les grands ormes et tout, comme dit la chanson. Écoute, moi si je me suis pas fait casser la gueule en sortant du salon, ouais, grave, avec plaisir. Merde. Je tiens à préciser que Albert a un boîtier Nikon chez lui et c'est vrai en plus. Voilà. Et dans 5 ans peut-être qu'on on sera tous passés chez Nikon. Qui sait? Voilà. Et on aura tort. Ouais, et on mangera tous une chaussure, c'est ça, on est d'accord? Non, qu'est-ce qu'on fait si on a tort? Si Nikon bouffe tout le monde. On coupe les cheveux d'Albert. On coupe les cheveux d'Albert, je suis d'accord. Ah, je me rase la tête, ouais, pas de problème. Je me rase. Rendez-vous dans 5 ans. Merci en tout cas encore une fois d'avoir suivi ce débat. Comme d'habitude, si vous avez aimé ça, vos petits pouces. Olivier, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur YouTube, Olivier Schmitt, Albert chez SOS Ciné. Et c'est juste que j'ai. Ouais, ça c'est bon, c'est fait. Olivier Schmitt, ou Touti FR sur Instagram. Et puis j'ai lancé un site qui s'appelle guidephotovideo.fr, qui est un guide qui vous aide à choisir votre boîtier. Donc pour l'instant, il y a une 60aine de boîtiers dessus. On est en train de le développer. Beaucoup de nouveautés dessus. Il va y avoir des articles pour vous aider à choisir des boîtiers, à vous recommander des boîtiers pour votre budget, avec un formulaire de recherche, de tri, de comparatif. Enfin bref, c'est assez complet et on va faire évoluer ça petit à petit. Est-ce dans le futur, il y aura les objectifs ou pas? C'est l'objectif d'avoir quelque chose de complet. Aussi, surtout, d'y apporter des choses qu'on utilise maintenant beaucoup plus, qu'on ne trouve pas forcément sur les comparateurs, notamment les gimbals, les drones aussi. D'avoir une offre complète sur un site et directement rattaché au groupe Facebook l'Atelier des créateurs pour que n'importe qui puisse trouver un équipement complet en photo ou en vidéo. Et donc, il y aura les objectifs, mais il y a énormément de travail pour ça. Il faut d'abord qu'il soit un minimum rentable ce site pour mettre des équipes dessus, quoi. Tu as dépassé ton temps de parole publicitaire, je t'enverrai la facture. Albert, où est-ce qu'on peut te retrouver? 42 rue Eugène. Non, je déconne. Je suis loueur de matériel sur Paris. Pour l'instant, on fait que Paris. On est en train de travailler avec une solution depuis plus d'un an pour essayer de développer l'offre à la France entière. C'est compliqué. On va peut-être ouvrir d'autres boutiques. On sait pas exactement comment ça va se passer. En tout cas, voilà. Si vous êtes de passage, que vous êtes sur Paris, que vous vous posez des questions, envoyez pas un mail à Jérôme. Passez directement nous voir. Vous pouvez tester le matériel sur place. Et puis éventuellement, voilà, si vous êtes chaud, vous pouvez vous le louer et vous faire une journée avec. Il n'y a pas de malaise. On est ouvert à tout, mais surtout très ouvert. Merci encore. Et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde. Et d'ici là, shootez bien. Alors, une réponse photo. Qu'est-ce qu'un Bon. Oh putain. On est en train de tourner. On va pas y arriver. Mais je m'en bats les couilles moi que tu tournes. Bonjour. Alors le passage à l'hybride applique à changement de système de... Allez, Bon, abonnez-vous à ma chaîne plutôt. Alors. On dirait un petit chat. Je lèche. En fait, je joue avec toi. Là, c'est cool, c'est marrant. Observe juste ce que je vois. Ouais, mais non, mais regarde. on se bat pas dans la même cour, on est d'accord. Regarde. Ouais. Attends, t'es prêt? Attention. Regarde. Regarde. Elle est nette. Elle est nette. T'as vu? Regarde, elle est nette. T'as vu ça? Ok, j'accepte le challenge. Là, elle est nette. Regarde. Là, c'est net. Là, elle est floue. T'es toute croppée, Karina. Ah, t'es toute décroppée, là.
T'es toute croppée, on voit que tes narines. Allez, vas-y Albert, on se fait que t'as envie. Vas-y. Tu vas le gagner. Allez. Il n'y arrive pas à taper sur l'écran.